Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je remercie le RECA en tout cas de nous donner la possibilité de s'adresser à vous et pour vous adresser un bilan, donc effectivement sur le lancement de alors nouvelle certification qui du coup aujourd'hui n'est plus si nouvelle que cela. Donc sur notre certification de qualité et de sécurité des soins, je vais vous faire un retour sur ces 2 années avec un bilan à la fois national et un zoom bien évidemment sur la région, sur votre région qui est la Bourgogne-Franche-Comté. Hop, alors si ça veut bien, effectivement, alors j'ai la main, mais je ne sais pas si ça défile, si a priori oui. Donc là, peut-être à vous faire un premier rappel de la certification de la certification donc anciennement appelée V 2020, donc on appelle aujourd'hui CQSS pour la certification qualité et sécurité des soins. Cette certification du coup, elle est in fine apporte une réponse pertinente et équilibrée aux attentes et aux attendus à la fois donc des usagers, puisque cette certification, elle veut apporter connaissance du niveau de qualité et de sécurité des soins d'un établissement de santé, donc bien sûr auprès de nos usagers, et également de répondre aux attendus des professionnels pour leur donner des outils de management interne et d'améliorer leurs pratiques, mais aussi de pouvoir, en tout cas, travailler avec les autorités de tutelle qui ont, elles, un rôle dans la régulation par la qualité. Donc, cette certification porte une appréciation indépendante, bien évidemment, de la qualité et de la sécurité des soins dans chacun des établissements de santé du territoire métropolitain et d'outre-mer. Ce dispositif d'évaluation externe est donc obligatoire depuis 1996, comme vous le savez. Donc, cela concerne tous les établissements publics de santé, à la fois donc publics et privés. Et c'est une certification qui a lieu tous les 4 ans environ et qui est réalisée par des pairs mandatés par la HAS, que l'on appelle et que vous connaissez bien les experts visiteurs. La diffusion des rapports de certification sont donc publics et sont publiés sur le site de la HAS. Donc, vous avez toujours le dernier rapport en vigueur pour chaque établissement de santé. Et il faut savoir que la HAS a aussi une accréditation de son dispositif de certification et nous avons été accrédités il y a cette année, l'année dernière, 2022. En tout cas, pour l'organisation justement du processus et de la certification, à la fois du référentiel, mais on a aussi obtenu l'accréditation du programme de formation de nos experts visiteurs. Donc avant de vous présenter le contenu rapide du référentiel, il me semble donc important de revenir sur les 4 enjeux qui irriguent ce référentiel, 4 enjeux qui ont été portés par l'ensemble des acteurs qui ont participé à son développement. Le premier, c'est l'engagement des patients, soit sous toute forme d'action individuelle ou collective, au bénéfice de leur santé, leur bien-être ou leur qualité de vie, ou de ceux de leurs pairs. Lorsqu'il est donné au patient ou à ses proches la capacité de participer à son projet de soins, la qualité de sa prise en charge est alors renforcée. Le second enjeu porte sur la culture de l'évaluation de la pertinence et du résultat. C'est là le fondement de la démarche d'amélioration de la qualité. Chaque équipe analyse le résultat de son activité et de cette analyse leur permet de définir l'amélioration de leurs pratiques pour donc améliorer leurs résultats, mais aussi l'approche qu'ils ont avec le patient et sa prise en charge. Il s'agit donc, dans le cadre de la certification, de ne pas juger la pertinence ou le résultat, mais la manière dont les équipes s'emparent de cette démarche. Le troisième enjeu est celui du développement du travail en équipe, qui constitue donc un levier essentiel de l'amélioration des pratiques. Une bonne coordination entre les acteurs de la prise en charge permet d'éviter aussi les ruptures dans le parcours de soins du patient, mais aussi de chaque professionnel de santé dans le cadre de son exercice. Ce travail en équipe doit être développé tant au sein des équipes hospitalières qu'en amont et de l'aval de l'hospitalisation. Et enfin, pour finir, 4e enjeu, donc c'est l'adaptation aux évolutions du système de santé qui est crucial aujourd'hui dans le cadre de la transformation de notre système de soins. Plutôt m'arrêter là. Et donc c'était bien pour vous rappeler les 4 enjeux de la certification. Et je vais ensuite vous faire revoir ensemble le référentiel de certification que vous avez déjà dû, en tout cas pour la plupart, avoir peut-être consulté. Donc, ce référentiel se constitue de 3 chapitres qui donc font forcément écho aux enjeux qui sont portés, avec un premier chapitre qui concerne le patient et sa prise en soin et de son regard sur son projet de soins, les équipes de soins pour le chapitre 2, et enfin un chapitre 3 qui est dédié à l'établissement de santé, plutôt à la gouvernance. Donc, ce référentiel est composé de 15 objectifs qui se répartissent donc dans ces 3 chapitres. Vous allez en retrouver 4 pour le chapitre 1, 4 objectifs pour le chapitre 2 et 7 objectifs pour le chapitre 3.
Donc le référentiel de certification, comme vous le voyez à l'écran, est constitué donc de son référentiel avec pour chacun une fiche critère pour tous les critères qui composent donc chaque objectif réparti dans les 3 chapitres toujours. Et vous allez retrouver à la fin du manuel des fiches pratiques. Alors différentes fiches pratiques à la fois sur les méthodes qui vous permettent de les appréhender et de pouvoir donc peut-être les mettre en place dans votre établissement si vous le souhaitez, mais également des fiches pratiques qui vous aident aussi à naviguer dans notre outil qui nous sert d'échange entre vous et nous, qui est donc Calista. Donc, plus précisément, une fiche critère, comme vous allez le retrouver dans le référentiel, donc vous allez retrouver à chaque fois son intitulé et un rapide descriptif. Vous allez retrouver le champ d'application et le niveau d'exigence qui est attendu. Donc, pour cet exemple, on voit que c'est le niveau standard. Donc, c'est une attendue qu'on a pour tous les établissements de santé à ce stade-là. Et on a 3 niveaux. Donc, le standard, l'avancé, qui n'est pas pris en compte dans le calcul des résultats, et les critères impératifs. Les critères impératifs sont les éléments qu'on ne souhaite plus voir aujourd'hui dans les établissements de santé. Dans cet exemple, vous voyez qu'à côté de standard, il y a le mot, enfin, vous voyez la spécificité des urgences, puisqu'on a aussi des critères qu'on va dire spécifiques et donc dédiés à des types de prise en charge particulières. Sur chacune de ces fiches critères, vous allez retrouver les éléments d'évaluation qui les composent. Et vous allez aussi retrouver donc sur le côté la méthode utilisée pour pouvoir évaluer ces critères. Et enfin, complètement à droite, vous allez retrouver les références, donc à la fois HAS, mais aussi les références réglementaires et légales. Donc, comme je vous le disais, on parle aussi de critères impératifs, donc ces éléments qu'on ne souhaite plus voir. Donc, il y en a 17 en tout dans le référentiel. Bien évidemment, ces critères, certains sont donc applicables à tous les établissements de santé et d'autres sont spécifiques selon les modalités de prise en charge que vous avez dans vos structures. Donc, suivant les établissements, il est possible que vous en ayez beaucoup moins que 17 critères impératifs. On peut prendre par exemple la prise en charge de la douleur, qui est là un critère applicable à bien évidemment tous les établissements de santé. Et vous allez avoir un critère sur l'environnement qui est adapté aux mineurs, qui lui, bien évidemment, n'est applicable qu'aux établissements qui prennent en charge des mineurs. Donc, ces critères impératifs sont répartis dans les 3 chapitres du référentiel et peuvent concerner donc à la fois le patient, les équipes, mais aussi plutôt l'établissement en sa globalité. La HAS a mis donc, on a développé d'autres méthodes d'évaluation qui étaient donc en janvier 2014, on avait le patient traceur et les audits de système, des méthodes qu'on retrouve aujourd'hui avec une certaine évolution. Et on a aussi donc pu développer d'autres méthodes d'évaluation, qui est le parcours traceur, l'audit système, le traceur ciblé, pardon, et les observations. Donc on a une petite vidéo qui, pourrait aussi appuyer les propos. Alors, je ne sais pas, par contre, si vous voyez l'écran de vidéo. Bonjour, je suis médecin hospitalier, expert visiteur auprès de la Haute Autorité de Santé depuis plus de 15 ans. À l'origine, la certification était très axée sur les processus. L'objectif était d'ancrer la démarche qualité dans les pratiques des établissements de santé. La nouvelle version évalue la réalité des pratiques de prise en charge du patient. Elle implique les professionnels de terrain. Pour cela, de nouvelles méthodes d'évaluation sont mobilisées. Je vais vous les présenter. L'objectif pour la HAS et pour nous, experts visiteurs, est d'évaluer l'ensemble des critères du référentiel au travers de l'expérience de soins de patients réellement hospitalisés dans l'établissement pendant la visite. 5 méthodes d'évaluation sont mobilisées, dont la plupart sont des traceurs. Le patient traceur se déroule en 2 temps. Un premier temps où on rencontre le patient, on lui pose des questions sur son information, le respect de ses droits, l'association de ses proches, de ses aidants. Et puis ensuite, on rencontre l'équipe qui a pris en charge ce malade autour du dossier. La méthode du patient traceur permet d'avoir une analyse rétrospective de la qualité et de la sécurité de la prise en charge d'un patient tout au long de son parcours dans l'établissement. Ce n'est en aucun cas une évaluation de la pertinence des choix médicaux qui ont été faits par l'équipe. J'ai appris qu'il y avait plus de patients traceurs, que l'HAS a accès maintenant la méthode, l'évaluation, la certification sur ces patients traceurs. C'était souhaité par les professionnels et ça a été entendu par l'HAS. Donc c'est bénéfique pour tout le monde, les patients, les établissements de santé, les professionnels. Moi je pense que c'est le progrès. C'est parce que c'est pour quelque chose
de l'avenir, c'est pour quelque chose d'avancement sur le bon des choses. Dans le cadre d'un parcours traceur, on rencontre les équipes d'un service en s'appuyant sur plusieurs dossiers de patients sortis de l'établissement et on complète ensuite par un parcours physique dans les différents secteurs. Cette méthode permet d'évaluer la prise en charge globale, la continuité, la coordination, le travail en équipe, le développement de la culture qualité-sécurité au sein des secteurs d'activité et la gestion du dossier du patient. Par exemple, son accueil, son passage au bloc opératoire et en salle de réveil jusqu'à sa sortie d'établissement. Il y a vraiment eu un échange entre l'expert et les soignants en fait, sur leur manière de travailler, sur comment en fait, ils communiquent entre les équipes pour amener un maximum de résultats pour le patient. Et le débriefing qu'on a eu donc entre les équipes est vraiment ce point positif en fait, d'échange entre experts et soignants. Le traceur ciblé, c'est l'analyse de l'organisation mise en place à partir d'un objet bien défini. Ça peut être par exemple le transport intra-hospitalier d'un patient, un événement indésirable ou une prescription de médicaments. On rencontre toutes les équipes impliquées, on consulte les documents nécessaires et on réalise les observations associées. Donc le traceur ciblé qui était l'endoscope, de la salle jusqu'à la stérilisation. Donc je trouve que c'était quand même plus cohérent, plus parlant et pour tout le monde. Parce que de s'asseoir autour d'une table en parlant des protocoles, etc. C'est vrai que là c'est beaucoup plus ciblé sur les pratiques, sur ce qu'on vit au quotidien et ce qu'on fait au quotidien. Et en fait après on remonte de l'expérience qu'on a sur le terrain vers justement les process pour établir des protocoles qui sont le reflet de nos pratiques réelles. En plus des traceurs et en début de visite, nous organisons une rencontre avec la gouvernance et l'encadrement de proximité pour comprendre la politique de l'établissement. Ensuite, nous organisons des échanges avec les professionnels de terrain et les représentants des usagers pour s'assurer de la mise en œuvre de cette politique. Alors nous avons, en tant que représentants des usagers, on a trouvé cette réunion très, très positive, très intéressante. Voilà, très intéressante. On a vraiment l'impression d'avoir été écoutés pendant 3 quarts d'heure et c'était très important, le dialogue avec ces autorités importantes. Voilà. Tout au long de la visite et pendant chaque méthode d'évaluation, nous réalisons des observations via une checklist d'observation. Elles nous permettent d'évaluer par exemple le respect de l'hygiène, comme la friction hydroalcoolique des mains, le respect de l'intimité, de la dignité du patient, comme le fait de ne pas avoir de patients dénudés dans les couloirs, la confidentialité des informations, le stockage des médicaments dans les armoires à pharmacie, le tri, le stockage des déchets. C'est toutes ces observations qui au final nous permettent d'avoir une vraie vision à 360 degrés de l'établissement. C'est l'ensemble des évaluations qui permet une vision complète et des résultats robustes. Au final, chaque critère aura été évalué par différentes méthodes d'évaluation et par plusieurs experts visiteurs. Une fois toutes ces investigations réalisées, une première synthèse est présentée en réunion plénière avec l'ensemble des professionnels. Elle donne des résultats globaux par chapitre, par objectif et par critère. Puis ces résultats sont transmis à l'HAS qui va statuer sur le niveau de certification de l'établissement. La restitution des experts en fait correspond totalement à l'image qu'on avait de l'établissement, aussi bien avec ses points forts que les axes d'amélioration qu'on avait identifiés. Après, ça a complété en fait des plans d'action qu'on avait déjà en cours au sein de notre établissement. Et donc, pour reprendre après, effectivement, donc vous avez pu voir l'ensemble des méthodes qui sont déployées et qui nous permettent effectivement d'avoir une remontée des résultats à la fois chiffrés, mais bien évidemment, il y a le rapport de visite pour tous les éléments qualitatifs. Donc maintenant, je propose de passer au 3e point de la présentation, donc un bilan et le point d'étape. Donc avant de passer un peu plus précisément sur les chiffres, vous rappelez les ambitions, les différentes ambitions de la certification.
qui est à la fois la première ambition est de médicaliser, puisqu'on passe d'une culture de moyens à une culture de résultats. On propose des méthodes d'évaluation en lien direct avec le cœur de métier des soignants et donc de l'établissement, comme vous avez pu le voir sur cette vidéo. Et l'idée, c'est d'être donc plus à l'écoute des différents acteurs et de leurs pratiques, de donner du sens, mais évidemment de la clarté aux professionnels de santé et aux usagers. Une deuxième ambition qui est celle de simplifier, puisque le dispositif de certification a été revu et simplifié à la fois de la préparation de la visite à la décision. Et on a du coup pu mettre en place des outils, une sémantique plus claire. Et enfin, la troisième ambition de cette certification est celle de s'adapter. C'est un mot qu'on répète et que vous allez entendre en tout cas de notre part assez souvent, avec des critères, donc encore une fois, qui s'adaptent à chacune des spécificités de chaque établissement. Et l'idée, c'est de valoriser la capacité d'adaptation des équipes. Donc, si on passe un peu plus précisément sur les chiffres. Donc, je vais d'abord vous faire un point national et ensuite un zoom de la région. Donc, il faut savoir que les chiffres que je vais vous présenter aujourd'hui sont des chiffres que nous avons arrêtés en date du 17 avril dernier. Donc, on a 10 jours entre les chiffres et aujourd'hui. Donc, on a des méthodes d'évaluation, comme on l'a vu, qui sont plus proches du terrain. Aujourd'hui, au niveau national, nous avons pu réaliser à peu près près de 25 000 traceurs lors des différentes visites. Comme vous avez pu le voir, nous avons donc démultiplié ces méthodes et pour ce faire, donc, nous avons aussi mobilisé un grand nombre d'experts visiteurs et en particulier des experts visiteurs médecins. Donc, on a à peu près réalisé, donc comme vous pouvez le voir, 25 000 aussi à peu près 25 000 observations au niveau national toujours. Et ça représente aussi, nous avons pu réaliser à peu près plus de 4 000 en tout cas audits système au plus proche des professionnels, puisque ce sont des audits système directement liés aux professionnels. Donc, si on fait un zoom en région, alors il faut savoir que là, pour le coup, on parle donc par rapport au niveau national, il y a eu beaucoup moins forcément de visites en région. On peut considérer moins de 30 visites pour la région Bourgogne-Franche-Comté entre du coup le lancement et aujourd'hui, il y a 10 jours. Donc, on a réalisé plus de 700 traceurs pour le coup, donc forcément avec autant d'observations et on a pu donc faire au moins 130 audits système, pareil au plus proche des professionnels. Pour faire un zoom aussi sur la deuxième ambition que nous avons de simplifier, donc la transparence et la lisibilité est aussi un mot phare avec un dispositif qui est identique pour les établissements de santé et les experts visiteurs, un rapport qui est donc plus lisible avec des résultats que vous avez vus qui sont chiffrés. On va vers plus d'autonomie et de souplesse pour que ça simplifie encore une fois ce processus. Pourquoi ? Puisqu'on supprime la fiche interface qui était demandée entre l'HAS et l'ARS, ce qui n'enlève en rien les échanges qu'on peut avoir avec donc l'HAS et l'ARS restent bien évidemment en contact par le biais de revues trimestrielles ou semestrielles, mais aussi pour échanger sur certains contextes en région ou établissements si le besoin s'en fait sentir à la fois d'un côté comme de l'autre. On a aussi donc supprimé l'obligation de transmettre une auto-évaluation, donc les établissements sont libres de faire ces auto-évaluations toujours dans l'outil Calista sans devoir nous la transmettre en amont. Et nous avons donc pu mettre à disposition de chacun d'entre vous des outils d'appropriation des grilles qui sont donc disponibles dans Calista et qui sont exactement les mêmes que les experts visiteurs vont pouvoir utiliser lors des visites d'évaluation externe. Et ensuite, on a donc pour simplifier, on essaye de tenir en tout cas le délai d'une publication du rapport. Donc une fois la commission de certification statuée, bien évidemment, avec un rapport transmis sous 15 jours au moins à l'établissement. Je reviendrai sur ces éléments-là un peu plus tard. Et enfin, si on parle un peu plus de l'ambition numéro 3 qui est de s'adapter, puisque encore une fois, on personnalise le référentiel de certification, on prend aussi énormément en compte le contexte, puisqu'une note de contexte est aujourd'hui, en tout cas demandée pour les établissements qui sont en visite jusqu'au mois de juin, ce qui n'empêche pas, c'est donc d'une part, c'est non obligatoire et ça n'empêche aucun établissement de santé de pouvoir nous transmettre une note de contexte en amont de la visite, ce qui nous permet bien évidemment d'adapter le calendrier de visite, à la fois donc pour différents éléments qui constituent le contexte bien évidemment actuel et qui permet peut-être de apporter des explications à certains constats qui pourront être faits en visite.
Là aussi, le manuel de certification, le référentiel est s'adapte puisque chaque année, on fait une mise à jour de ce référentiel, des critères et donc des attendus au regard, bien évidemment, de l'évolution du système de santé et toujours dans un but d'améliorer la lisibilité des attendus et s'adapter aux méthodes d'évaluation. Tout cela, bien évidemment, c'est toujours réalisé en concertation avec les parties prenantes. La HAS ne fait bien évidemment pas ça seule dans son coin. Donc ensuite, si on zoome sur les décisions de certification, donc toujours avec cette même temporalité de résultats qui sont arrêtés en date du 17 avril, donc au niveau national, vous pouvez voir que 83% des établissements de santé qui ont pu réaliser leur visite de certification ont été certifiés par la Haute Autorité de Santé. Donc on est sur une base de 764 décisions. Et voilà, donc en parallèle sur votre région, donc en termes de nombre de décisions qui ont pu être prises par la commission de certification, on est là aussi sur 83% d'établissements qui ont pu être certifiés par la commission de certification. Donc si on regarde ça avec un peu plus de hauteur au niveau du territoire, donc vous voyez qu'en vert sont tous les établissements qui ont été certifiés et en rouge tous les établissements qui ont été certifiés sous condition ou non certifiés. Donc on peut voir qu'il y a quand même une majorité d'établissements qui sont certifiés par la commission de certification de la Haute Autorité de Santé. Donc, sans vouloir faire de la concurrence à Evelyne Delia, vous pouvez voir que dans certaines régions, les camemberts sont un peu plus gros puisque forcément, ça dépend du nombre de visites qui ont pu être réalisées en région. Donc, au niveau national, sur ces 764 décisions prononcées, au moins 20% des démarches n'atteignent pas un score de 80% sur 3 objectifs particuliers. Donc, l'objectif 2.4 qui porte sur les équipes qui évaluent leurs pratiques, notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle. Le critère 3.4, là aussi, n'atteint pas les 80%. Donc, il porte sur le fait que l'établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences. Et enfin, l'objectif 3.7, qui porte sur le fait que l'établissement développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins. Si on fait une observation de ces résultats par une approche par objectif là au niveau national. Donc vous pouvez voir donc en rouge ce sont les établissements qui ont été non certifiés, en orange les établissements qui ont été certifiés sous condition et en vert clair donc les établissements certifiés avec une qualité des soins confirmée et en vert un peu plus foncé les établissements qui ont été certifiés haute qualité des soins. Donc vous pouvez voir que majoritairement les objectifs du premier chapitre, il y a composé de 4 objectifs, atteignent très majoritairement quasiment les 100%. On a plus une disparité au niveau de l'objectif 2.4 et enfin ensuite un peu plus sur effectivement comme vous pouvez le voir le 3.4 et le 3.7. Si on fait le parallèle en région, alors des chiffres qui peuvent très largement évoluer puisque, je le rappelle, on est sur un nombre de décisions beaucoup moins important. Donc là, on voit une disparité aussi dans les résultats. Donc on va peut-être plus s'axer sur les trois premières couleurs puisqu'on a plus d'établissements concernés par ces décisions-là. Et donc vous pouvez voir que là, on a peut-être une disparité au niveau du critère, l'objectif 2 points qui porte sur la pertinence des décisions et leur argumentation et également un peu plus pareil là sur le 2.4 au niveau de l'évaluation des pratiques par les équipes. Donc ensuite, si on fait ce même regard par rapport aux critères impératifs, donc toujours avec la même échelle de couleurs, donc vous pouvez voir qu'on a pour le coup pareil pour tous les critères impératifs qui portent sur le chapitre 1 et quasiment une atteinte presque à 100% ou en tout cas au-delà des 80% pour ce chapitre 1 et une disparité qui s'observe un peu plus sur certains critères spécifiques ou général pour les établissements de santé au niveau du chapitre 2 et un peu plus au niveau du chapitre 3 dont le 3.301. Et ensuite, si on fait ce parallèle toujours en région, alors là, effectivement, ça dépend toujours pareil sur un nombre de décisions moins important. Là où vous ne voyez pas de trait, c'est tout simplement qu'aucun établissement de santé n'était concerné par ce critère, tout simplement, en fonction des spécificités des établissements qui ont pu être visités.
Donc ensuite, je vais vous parler un peu plus de certains critères de résultats qui s'écartent le plus de nos exigences et qui sont donc là issus des 764 décisions de certification, donc qui portent entre avril 2021 et avril 2023. Donc le critère 1.1-04 qui concerne le patient et son information adaptée, l'information qu'on peut lui faire de façon adaptée sur son droit à rédiger des directives anticipées n'est pas un critère qui est, enfin en tout cas est un des critères qui atteint le moins satisfaction, qui est suivi ensuite du critère 1.1.17 qui porte sur l'expérience du patient, de son invitation à en tout cas exprimer sa satisfaction sur son séjour, suivi du 2.4, les résultats cliniques qui sont analysés par les équipes et qui se traduisent par des plans d'action d'amélioration, donc ce qui fait un peu écho à cet objectif 2.4 qu'on a vu il y a quelques instants. Le critère 3.403 qui porte sur la connaissance et la compétence individuelle et collective des équipes. Le critère ensuite 1.1-16 qui porte sur l'information du patient, en tout cas sa connaissance des représentants des usagers dans l'établissement. Et enfin le 2.405 qui là est un peu plus spécifique au secteur de soins critiques. Voilà, et les modalités en tout cas d'analyse donc l'analyse de ces pratiques et du coup de traduction en plan d'action. Ça, c'est au niveau national. Si on fait un zoom en région, donc on a l'apparition, donc les critères sont sensiblement les mêmes. On a l'apparition de 2 critères qui, là, s'écartent le plus des attendus. Donc, c'est le critère qui porte sur sur le fait que l'équipe analyse la satisfaction et l'expérience patient et de fait met en place des actions d'amélioration sur cette base de satisfaction et d'expérience patient. Et un autre qui porte sur l'examen somatique pour les patients hospitalisés en psychiatrie. Donc, encore une fois, je vous présente ces résultats, mais cela dépend aussi du nombre d'établissements. Peu d'établissements psychiatriques dans votre région ont pu passer leur visite de certification. Donc, les résultats peuvent très, très rapidement évoluer. Enfin, donc, je vais vous parler du processus décisionnel. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois une visite terminée, dans quelle temporalité ? Donc là, vous pouvez voir à l'écran que cette diapositive rappelle les différentes échéances entre la visite et la diffusion du rapport suite au passage en commission de certification. Donc, une fois la visite terminée, vous avez le rapport qui vous est transmis, ce qu'on va appeler le rapport de visite, vous est transmis directement dans Cadista, donc sous 15 jours. Il s'ouvre alors une phase vous s'étend sur 1 mois. L'établissement, vous avez la possibilité de formuler des observations sur chaque synthèse, sur la synthèse qui porte sur les 3 objectifs du référentiel, mais également sur des fiches anomalies si des fiches anomalies ont été générées en visite. Et ensuite, donc une fois que cette phase d'observation est terminée, le rapport donc arrive à la Haute Autorité de Santé et là on peut passer à la phase d'analyse justement de vos observations du rapport pour ensuite pouvoir faire une présentation en commission et que la commission puisse statuer dessus. Donc les modalités de décision les modalités de décision, donc la commission de certification, j'ai peut-être loupé une slide. Voilà. Comment ça se passe une commission de certification ? Donc cette commission, elle est composée de 20 membres nommés pour 3 ans. Ces membres sont issus de professionnels de terrain. C'est une commission qui est pluriprofessionnelle. L'analyse donc détaillée se fait selon le profil de l'établissement, de ses résultats chiffrés, des synthèses écrites, donc tout l'aspect qualitatif, donc qui est écrite par les experts visiteurs et les éventuelles fiches anomalies. La prise en compte est également faite des observations qui ont été formulées par l'établissement. Ensuite, un membre de la commission est désigné plus particulièrement pour réaliser une analyse de chaque dossier en lien avec un chef de projet et le coordonnateur de la visite. Cette analyse est alors ensuite discutée en commission de certification et un niveau de certification est alors voté. Et donc, les modalités de décision, donc, comme je viens de vous l'expliquer, cette commission peut statuer sur un niveau par rapport à différents éléments et il y a donc 4 niveaux en tout, donc 2 niveaux de certification avec une certification des soins confirmée et une haute qualité des soins. Et ensuite, il y a 2 autres niveaux, une qualité des soins donc insuffisante qui amène à une non-certification, une qualité des soins améliorée et on parle d'une certification sous condition.
Donc, la publication, une fois que cette décision a été actée, il y a effectivement une publication officielle du rapport de visite. Donc, différents niveaux, les établissements de santé, bien évidemment, concernés obtiennent directement dans Calista leur rapport de certification, ce qu'on va appeler le rapport long, qui détaille à chaque fois donc les résultats et les fiches anomalies s'il y en a eu. Il y a une diffusion publique du rapport, mais qui est telle une diffusion du rapport court. Donc, les fiches anomalies ne sont pas publiées pour les usagers, elles sont données uniquement à l'établissement et à l'ARS. Donc cette diffusion publique, elle est en ligne sur le site de l'HAS et vous pouvez le retrouver bien évidemment sur Caliscope. Et enfin, les ARS sont aussi, nous envoyons donc les rapports de certification longs à chacune des ARS sur les établissements de leur région. Enfin, et pour terminer, je vais rapidement vous faire un rappel des supports pédagogiques que la HAS a pu mettre en place et en tout cas vous mettre à disposition et un petit point d'actualité de ce qui se passe. Donc, nous avons pu créer plusieurs supports pédagogiques pour faciliter l'appropriation du référentiel, à la fois au niveau des chapitres, des objectifs, des critères, mais aussi des méthodes et des thématiques. Donc, on a pu décliner plusieurs supports à la fois à destination des patients, des professionnels, mais aussi des représentants des usagers. Nous avons pu donc parler des fiches pédagogiques. 28 fiches pédagogiques sont mises à disposition librement sur le site de la Haute Autorité de Santé qui reprend donc 28 thématiques différentes. On peut avoir les urgences vitales, l'hospitalisation à domicile, l'évaluation de la douleur, etc. Notre site internet est donc actualisé en continu. Vous allez pouvoir retrouver tous les supports d'information ici. Nous avons également, nous mettons un lien vers un outil d'appropriation du référentiel où vous pouvez directement, par rapport à vos spécialités de prise en charge, pouvoir aussi savoir directement quels critères spécifiques sont applicables à votre établissement, les critères standards, les critères impératifs. Vraiment un outil que vous pouvez moduler dans le sens que vous souhaitez. Enfin, je vais vous parler rapidement de nos experts visiteurs. C'est une grande communauté sans qui aucune visite de certification ne pourrait avoir lieu. Donc, nous comptons aujourd'hui à peu près plus de 800 experts visiteurs en exercice, dont à peu près 43% sont médecins, 40% sont soignants, d'autres donc gestionnaires, sages-femmes et pharmaciens. On peut comptabiliser 221 médecins experts visiteurs et 124 médecins centrés patients traceurs. Et dans votre région, nous pouvons compter sur 30 experts visiteurs qui font partie de votre région. Mais ces chiffres ne suffisent pas. Et nous sommes toujours en quête d'experts visiteurs. Donc, si vous souhaitez en tout cas intégrer cette grande famille, nous recherchons toujours des médecins, des directeurs de soins infirmiers, des cadres de santé, kinésithérapeutes, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez en tout cas intégrer cela, donc flasher sur le QR code, soit en tout cas aller sur le site de la Haute Autorité de Santé. Et j'en ai fini en tout cas aujourd'hui pour cette présentation. Donc, je vous remercie à tous pour votre attention et je suis en tout cas disposée à répondre à vos questions. Merci Charlène. Oula, il y a un écho. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non, pas de questions ? On parlait des cotations et des fiches anomalies tout à l'heure, Charlène, il y a eu une intervention d'un établissement et sur la manière dont les fiches anomalies effectivement ressortaient lors des visites. Il y avait aussi une table ronde d'experts visiteurs tout à l'heure qui a apporté quelques éléments. Peut-être que vous pouvez nous dire éventuellement aussi, avoir votre retour sur comment se déclenche une fiche anomalie au cours d'une visite. Oui. Alors, une fiche anomalie est déclenchée. Alors, les fiches anomalies ne portent uniquement sur les critères impératifs, déjà, il faut le savoir, et elles sont déclenchées à partir du moment où tous les éléments d'évaluation, donc composant ce critère et appartenant à une méthode, sont cotés non par les experts visiteurs et donc ne correspondent pas aux attendus, en tout cas à l'observation faite à ce moment-là dans cette évaluation-là. Et vous nous confirmez que lorsqu'une fiche anomalie a été arrêtée, statuée, même s'il y a des efforts qui sont démontrés pendant la visite, cette fiche anomalie reste ancrée pour le résultat.
Alors oui, effectivement, l'annulation de la fiche anomalie ne peut pas, en tout cas n'est pas possible, même si l'établissement met en place des éléments, mais ça n'est absolument pas grave, puisque tout ce qu'a pu mettre en place l'établissement est bien évidemment pris en compte dans l'analyse de cette fiche anomalie, dans la synthèse aussi, que cela pourra être fait souligner. C'est bien évidemment des éléments qui sont rapportés à la commission de certification. Et donc je profite pour préciser que l'apparition ou la génération d'une ou de plusieurs fiches anomalies en visite n'est pas du tout significative de non-certification. On peut être donc certifié avec une ou des fiches anomalies. C'est bien évidemment le risque patient engagé qui va sur lequel la décision va s'appuyer ou pas pour prendre une décision. Donc ça dépend effectivement du risque patient qui se cache derrière une fiche anomalie. Il peut y en avoir aussi sans que de fiche anomalie ne soit déclenchée. Ok, merci. D'autres questions, c'était la mienne. Des questions n'hésitez pas. Hein. Vous avez la chance d'avoir un interlocuteur HS face à vous. Oui, Anne ? Oui, bonjour, Anne Marchand. Je suis responsable qualité sur le centre hospitalier de Morteau et de Ornans. Nous sommes en direction commune avec un autre établissement qui est le centre de Pontarlier. Et alors c'est une question très spécifique, mais comme on en a pu échanger un petit peu entre midi là, et il n'y a personne d'autre qui a priori a eu la même proposition de la part de l'HAS, on a reçu cette semaine une proposition de certification commune de 3 établissements qui n'ont pas grand-chose à voir entre eux, qui sont 3 établissements complètement différents, avec des entités juridiques différentes. La seule chose qu'on a en commun, c'est une direction commune, mais là, on est à 3 mois de la première date de certification et on est un peu surpris qu'on nous propose quelque chose de commun. Donc, effectivement, oui, pardon. On voulait savoir un petit peu, avoir votre retour, savoir si... nous, a priori, on doit être les premiers sur la région, mais est-ce que ça peut concerner d'autres établissements ou pas, du coup ? Et comment ça peut se passer, comment ça peut s'articuler concrètement ? Alors effectivement, la démarche commune, donc c'est effectivement pas dédié uniquement à la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est des démarches qu'on propose au niveau national et on les propose par rapport. Donc effectivement, nous, quand on arrive à identifier des établissements qui sont en direction commune, on imagine que c'est un fonctionnement qui est donc commun. Et donc, pour essayer justement de simplifier et d'alléger la préparation, on propose aux établissements de santé de créer une démarche commune de certification pour que ça se déroule en une fois plutôt que d'aller dans 3 établissements différents. Après, c'est une identification que nous faisons. C'est pour ça qu'après, on vous fait une proposition et qui donne ensuite lieu à un échange avec donc certains de mes collègues de la Haute Autorité de Santé pour voir la pertinence réelle ou pas d'une démarche commune. Si vous, en tout cas, vous nous apportez des arguments et que vous ne souhaitez tout simplement pas, vous ne jugez pas ça pertinent par rapport à l'offre de soins, vos parcours de soins et de prise en charge, eh bien, on ne le mettra pas systématiquement en place. C'est une proposition que l'on fait pour essayer aussi de simplifier la démarche et d'être au plus proche des parcours de soins qui se passent dans vos structures. Ok, donc vous vous êtes basé pour nous proposer ça uniquement sur le fait qu'on avait une direction commune, mais... Oui, donc c'est une première approche. Okay. On s'est rapproché des ARS pour avoir des informations sur ces directions, sur effectivement ces directions communes. Et ensuite, on prend attache auprès des établissements pour savoir effectivement la pertinence de ces démarches communes. Ok, mais on se demandait un petit peu pourquoi on avait été ciblés comme... parce qu'on a été un peu surpris et a priori, les autres établissements de la région, il n'y a personne d'autre qui a été concerné. Donc, mais on reviendra vers vous, on va vous envoyer un petit message demain probablement. Très bien. Donc on comprend que c'est une proposition et pas une obligation. Donc, tout à fait. Voilà, vous pourrez échanger avec la HS sur ce point. Renaud, oui. Oui, bonjour, Renaud Chabat, je suis responsable qualité du groupement hospitalier des hôpitaux Jura. Et on est parti aussi sur une démarche de certification commune pour la fin d'année 2024. Et en fait, j'avais une question, ça concernait le rapport de certification. J'ai une incertitude par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est un rapport unique pour le groupement ou si c'est un rapport par entité juridique.
Alors non, effectivement, à partir du moment où vous êtes rassemblés sous une seule démarche de certification avec un numéro de code de démarche, il y aura bien un seul rapport de certification qui sera officialisé avec une seule rencontre audit système, par exemple gouvernance, sur chaque thématique bien évidemment, mais c'est bien un seul rapport qui sera édité. Merci. Éric Préline, directeur qualité la Fondation Arc-en-Ciel. J'ai une question par rapport Nous, on a fait notre certification en octobre 2022. J'ai une question par rapport aux travaux. Est-ce qu'il est prévu des travaux complémentaires, puisque vous nous pointez des critères sur lesquels il y a quelques difficultés et qui sont assez redondantes, en tous les cas, que vous retrouvez dans plusieurs établissements. Est-ce qu'il y a des travaux prévus pour justement nous aider à les corriger et donc donner des pistes de réflexion, des pistes de solutions pour tous les critères sur lesquels, les quelques critères, parce que quelque part il n'y en a pas tant que ça qui sont en écart et souvent c'est les mêmes. Est-ce qu'il y a des travaux prévus à ce niveau-là? Et puis mon deuxième question, dans le même esprit, est-ce que pour ceux qui sont haute qualité, est-ce qu'on pourrait avoir une idée des choses qui ont été repérées comme étant un peu exceptionnelles, en tous les cas remarquables, et qui pourraient aussi être aidées à expérimenter dans l'expérience des autres? Est-ce qu'on pourrait avoir des retours sur ces expériences-là qui sont de haute qualité du coup? D'autant que nos rapports que l'on reçoit sont assez light, enfin sont volontairement limités. Et donc du coup, en les lisant, si on lit les rapports des uns et des autres, on apprend peu de choses. Enfin, en tous les cas, c'est pas sur cette base-là qu'on peut identifier des plans d'action, des points de réflexion complémentaires. Alors, pour répondre à effectivement votre première question sur le travail qu'on pourrait mettre en place sur les différents critères ou objectifs, si j'ai bien compris, qui sont un peu plus loin des attendus, il n'est pas prévu en tout cas aujourd'hui qu'on mette en place certains éléments. Alors, on a un regard sur les écarts qu'il peut y avoir sur ces attendus pour aussi par rapport à l'évolution du référentiel. Comme je vous l'ai dit, tous les ans, ce référentiel s'adapte. Donc, voir effectivement aujourd'hui si nous avons une attendue qui est trop éloignée ou pas. Donc ça nous permet surtout d'ajuster les attendus du référentiel dans un premier temps et dans un second temps, alors on n'a pas, la Haute Autorité de Santé n'a pas vocation à faire du conseil, donc malheureusement on n'est pas en capacité de vous fournir des outils particuliers en tout cas sur ces critères-là. Et ensuite pour les établissements donc qui sont certifiés en tout cas haute qualité des soins, effectivement en tout cas les rapports aujourd'hui se veulent beaucoup plus synthétiques qu'ils ont pu l'être en tout cas en V2014. On n'a actuellement pas fait ce travail sur les éléments remarquables, si on peut dire, dans certains de ces établissements de santé. L'idée, ça n'est pas on ne fait pas de pub pour des établissements de santé particulièrement, donc on n'a pas en tout cas mis ça encore en place, mais c'est une idée que je pourrais, en tout cas en termes de retour d'expérience, peut-être mettre en avant certains éléments de certains établissements de santé, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour. C'est vrai que dans le cadre du partage d'expérience, notamment sur certains critères que vous mettez en évidence et qu'on a pu mettre aussi en évidence ce matin sur l'implication des professionnels, sur comment réussir à communiquer aux plus proches, si certains sont effectivement certifiés haute qualité et ont des bonnes idées, des astuces, je pense que beaucoup d'établissements en dehors des frontières de la région seraient très intéressés pour les avoir. Alors après, pas forcément de façon nominative, ça peut être des fiches partage, sur certains critères pour donner des bonnes idées, et puis après à voir dans quelle mesure c'est applicable dans notre propre structure, mais je pense que ce serait vraiment très apprécié des établissements. Après, on peut aussi voir ça sous l'angle des fiches pédagogiques qu'on peut mettre en place qui aident aussi à la compréhension de certains critères ou de référentiels. Ça peut aussi être dans des éléments qui nous paraissent importants ou pertinents. Peut-être, nous les mettons en tout cas, nous pouvons les mettre en avant. Alors sous notre marque que souligner un établissement ou une pratique particulière, mais ça peut aussi s'intégrer dans la fiche pédagogique. Mmh. Ok. D'autres, oui.
On va vous laisser le micro. Une autre question. Oui, je voudrais revenir sur le rapport quand la certification concerne plusieurs établissements. Nous, on a été concernés. C'est vrai qu'arbitrairement, on met en titre de rapport le nom d'un établissement. Et après, on trouve que c'est un peu compliqué parce que quand c'est diffusé sur Caliscope, pour l'usager, on a l'impression que le rapport il concerne une entité, alors que derrière, souvent, il en découle 2 ou 3. Et c'est compliqué, en fait, d'avoir un titre avec un seul établissement. Alors après, vous avez la possibilité de nommer plusieurs établissements dans votre démarche. C'est aussi complètement possible, ce qui fait que c'est le titre principal du rapport pourra mentionner les différents établissements qui composent le rapport. On avait fait une demande en ce sens et en fait, c'est resté bloqué sur un seul titre. Sur un seul établissement, je veux dire, pardon. Et vous avez pu faire les démarches En fait, sur le rapport, dans l'annexe, ils sont bien cités tous les établissements concernés, mais c'est dans l'annexe. Alors que dans l'intitulé de départ, il fait référence à un seul établissement. Donc du coup, si la première page du rapport, c'est un établissement. Et il faut aller dans les annexes pour savoir que cet établissement-là, en fait, c'est un groupement. D'ailleurs, c'est un peu arbitraire parce qu'il a été choisi sur la base d'un numéro dans Calista, d'un des établissements de regroupement, mais d'une manière assez arbitraire, quoi. Donc du coup, il n'y avait pas de cohérence. Et c'est pas justement sur un numéro de l'entité juridique. Parce que nous, l'entité juridique, c'était la fondation, mais on avait plusieurs établissements derrière l'entité juridique, mais ils ne reprennent pas le rapport sur la notion d'entité juridique, mais sur un des établissements, ce qui n'est pas très cohérent. Et donc, du coup, c'est vrai que sur la visibilité dans Caliscope, c'est pas top, quoi. Alors, on a posé la question, on n'a pas de réponse à aujourd'hui, mais on l'aura peut-être. Oui, si vous pouvez me redonner le nom de votre établissement et je peux me rapprocher du chef de projet. Alors, sauf parce que le rapport date de... Vous m'avez dit que c'était une visite qui date d'octobre 2022 ? Oui. Alors, je ne sais pas si ce sera possible, mais c'est l'entité que vous avez choisie dans Calista et qui apparaît en tête, si je puis dire. Donc, c'est vraiment l'établissement qui est libre de faire une demande d'intitulé. Oui, mais on n'avait pas dans Calista l'intitulé entité fondation. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'à un moment donné, il fallait faire le choix arbitraire d'un établissement, mais c'est un arbitrage, c'était complètement arbitraire. Pourquoi l'un plutôt qu'un autre ? Nous, ce qu'on aurait voulu, c'est fondation. C'était pas ni les uns, ni un établissement, ni un autre. Donc du coup, c'est un regroupement. Donc c'est le nom du regroupement qu'on aurait voulu. C'est un peu, c'est une spécificité qu'on traitera nous en interne, mais voilà, c'est en tout cas, aujourd'hui, parce que vous le avez décret, la possibilité d'apporter un nom plus commun. Le décret, il fait référence pour le coup. Le décret, il fait référence qu'à un établissement et pas à l'entité juridique. Et donc du coup, on n'a pas de décret pour tous les établissements comme étant établissements certifiés. Donc c'est un peu, moi je trouvais que il y avait un petit ajustement potentiel à faire. Aujourd'hui, en tout cas, vous avez la possibilité de nommer l'entité générale de la démarche, qui sera encore une fois le titre. Dans ces cas-là, vous avez la possibilité, chaque établissement a la possibilité de mettre le titre qu'il souhaite. Aujourd'hui, c'est possible, en tout cas. Renaud Chabat, nouveau, j'avais une nouvelle question. Qu'est-ce qui se passe pour un établissement qui n'est pas certifié ou certifié sous condition ? Quelle est la suite ? Alors, pour les établissements non certifiés, je vais peut-être commencer par les sous-conditions, pardon. Donc, les établissements qui sont certifiés sous condition, une nouvelle visite est reprogrammée dans un délai de 6 mois à 1 an, donc au choix de l'établissement. Par défaut, nous la programmons plutôt à 1 an d'échéance. Donc, c'est une échéance qui débute à partir de la date de la décision de certification. Donc là, une nouvelle visite est diligentée entre 6 mois et 1 an. Si l'établissement souhaite qu'elle soit réalisée dans un délai de 6 mois, nous revenons dans 6 mois. Ça, c'est une discussion que l'on peut avoir avec chaque établissement. Donc cette visite, il faut savoir qu'elle est globale. On n'est plus sur une visite de suivi comme elle pouvait l'être en V2014. On est sur une visite qui est globale. On n'est pas non plus sur une visite qui va prendre en considération uniquement l'évolution qu'il y a pu avoir entre la première itération et cette deuxième itération. On est vraiment sur une refonte globale avec une nouvelle équipe d'experts visiteurs en disant donc il faut que l'établissement soit soit en tout cas au rendez-vous des attendus, de toutes les attendues et pas uniquement sur celles qui ont pu faire l'objet d'une décision.
Donc ça, c'est pour la visite de sous condition. Là aussi, la particularité qu'il faut savoir, c'est qu'une visite d'un établissement qui a été donc certifié sous condition, qui a sa seconde visite. À l'issue de cette seconde visite, la procédure ne prévoit pas que la commission de certification puisse statuer une deuxième fois sur une certification sous condition. Donc là, c'est soit une non-certification, soit une certification de l'établissement. Et ensuite, pour un établissement qui serait donc non certifié, donc cette fois-ci, les délais sont plus allongés. Une deuxième visite est reprogrammée dans un délai de 1 an à 2 ans. Et toujours pareil, sur une visite qui est globale avec une nouvelle équipe d'experts visiteurs. Et est-ce que la HAS émet une feuille de route ou des objectifs particuliers pour ces établissements? Non, pas du tout. Non, on est sur une visite globale, comme pour une première visite, mais c'est une deuxième visite. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Je rebondis par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, que le référentiel était amélioré, amendé chaque année, à peu près. On l'a vu, donc, que le référentiel 2023 a été modifié, sorti en septembre 2022. Oui. Est-ce qu'une version 2024 est prévue pour être sortie en fin d'année 2023 et applicable au 1er janvier 2024 ? Alors, dans le meilleur des cas, normalement, effectivement, oui, on se doit de faire on essaye de tenir en tout cas une révision du référentiel chaque année, donc dans à peu près les mêmes délais. Et ça s'applique également aux établissements à qui on a proposé des reports de octobre 2023, par exemple, à janvier 2024. Ça s'appliquera avec le nouveau référentiel 2024. Tout à fait. Ce sera à chaque fois, peu importe, on va dire les conditions, ce sont à chaque fois des établissements, donc le référentiel qui s'applique, c'est bien le référentiel en vigueur. D'accord, on vient de perdre un établissement là, je pense. Non, mais de toute façon, les gaps ne sont pas si énormes. Hein, ce sont des révisions parfois plutôt. Alors, ce qu'on va appeler nous de fond de méthodes, on va avoir les mêmes attendus, mais on va les observer par d'autres méthodes. Donc, ce sont souvent ça. Ce sont pas des refontes totales. Hein. On n'est pas sur une refonte du référentiel. Merci beaucoup.